Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, parfois qui effraie et qui est souvent réduit à un mythe. Je parle bien sûr du chaos engineering. Certains le voient comme une pratique réservée à Netflix ou aux grands géants du web, mais en réalité, même à une plus petite échelle, intégrer le chaos, c'est se donner une chance de mieux connaître la résilience réelle de son produit. Alors prêt à plonger dans le chaos? Tout d'abord, qu'est-ce que le chaos engineering? À la base, c'est une discipline qui est née chez Netflix, avec un outil devenu plus ou moins célèbre qui s'appelle les Chaos Monkeys. L'idée était simple, presque contre-intuitive, provoquer volontairement des pannes dans un système pour voir comment il réagit. Qu'est-ce qui se passe si mon singe débranche une prise d'un de mes serveurs? Globalement, l'image est là, mais c'était comment j'arrête des microservices, comment j'arrête un service, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à pas contacter un partenaire extérieur, et tout ça, ils l'ont fait en production. Donc, il faut quand même avoir une certaine maturité pour le faire directement en production, mais l'objectif, c'est vraiment plutôt que d'attendre qu'une défaillance arrive réellement en production et de voir comment ça se passe, c'est de créer des scénarios de panne contrôlés pour apprendre et maîtriser ce cadre et vraiment apprendre de nos erreurs sans trop impacter, bien sûr, les utilisateurs finaux. Donc, l'objectif derrière le chaos, c'est pas de casser pour casser, mais vraiment d'expérimenter. J'ai envie de dire presque de façon scientifique. On injecte une panne, on observe le comportement, on voit déjà si on arrive à détecter la panne, identifier comment on peut la corriger rapidement, éventuellement la contourner, et donc éviter les faiblesses, et donc petit à petit de renforcer sa résilience et d'être plus fort aux risques, aux erreurs, aux pannes qui peuvent arriver, et surtout de plus les anticiper et éventuellement les éviter. Donc en résumé, on ne cherche pas le bug fonctionnel, mais vraiment la capacité du système à rester disponible et fiable, même dans des conditions dégradées. Vous allez me dire en quoi ça concerne aussi les QA. C'est quand même plus un métier d'Ops, de DevOps, voire de SRE. Mais en réalité, la QA, elle peut avoir un rôle clé dans cette histoire. Parce que la question n'est pas seulement est-ce que ça marche, mais aussi que se passe-t-il quand ça ne marche pas? Quelle expérience vit l'utilisateur pendant une panne et quelles dégradations sont acceptables et lesquelles détruisent la confiance? Donc la QA doit participer à ces sessions de chaos engineering. Ils peuvent apporter leur vision qui est centrée sur l'utilisateur pour définir des scénarios de cas plus pertinents, mais aussi prendre des éléments qu'ils ont vus dans ce contexte-là et adapter leur stratégie test pour pouvoir aussi tester un peu le chaos à leur niveau. Donc tout simplement, le QA est indispensable dans cette vision-là, même si c'est pas lui qui va porter ces ateliers et cette gestion du chaos engineering. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir l'infrastructure et les moyens de Netflix pour s'y mettre. Il faut commencer simplement, j'ai envie de dire. Par exemple, ça peut être couper temporairement une API critique et observer l'impact, à introduire une latence artificielle pour voir comment réagissent les différents services et utilisateurs. On peut simuler un serveur qui tombe en l'arrêtant. On peut tester la gestion d'un service tiers s'il est indisponible pour voir comment nous on va réagir et répondre. Ces expériences plus ou moins basiques peuvent relever souvent des angles morts qui peuvent être insoupçonnés et qui vont être une source d'informations qui vont permettre d'avoir une meilleure résilience à court ou moyen terme. Donc il y a bien sûr quelques outils qui peuvent permettre de mettre tout cela en place. Vous pouvez utiliser les Chaos Monkey de Netflix en allant directement sur leur site de dev, et aussi d'autres solutions comme Gremlin, qui est une solution complète et payante. Et il y a aussi, si vous êtes dans l'univers de Kubernetes, vous pouvez utiliser des outils comme
Chaos Mesh qui permettent de simuler des pannes autour des infrastructures Kubernetes. Mais aussi, très honnêtement, tu peux commencer avec tes propres scripts Shell, Python, pour pouvoir les mettre en place. Le plus important au-delà des outils, c'est vraiment d'embarquer le maximum de parties prenantes pour pouvoir voir comment notre système réagit et comment toutes les parties prenantes vont réagir. Donc, en gros, c'est mettre une culture de la résilience, mais petit à petit. Donc, il faut commencer pas forcément par la production, je vous l'encourage pas, mais déjà, commencer peut-être par un environnement de test, puis un environnement de pré-production, une fois que vous tirez sur de la prod. Et même certaines entreprises, il y a certaines pannes qu'elles ne font jamais sur la prod parce qu'elles impacteraient trop fortement leurs utilisateurs, leurs clients, et ce serait pas top. Donc, commencez vraiment par des environnements que vous maîtrisez, des scénarios simples avec un impact limité, et surtout, faites des débriefs systématiquement, savoir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut vraiment avancer petit à petit et avoir plus de scénarios, plus d'équipes impliquées. Et en bonus, je vous dirais, si vous voulez que les gens adhèrent au concept, n'hésitez pas à mettre en place de la gamification pour que ça soit un peu plus ludique et que la résilience devienne une culture partagée beaucoup plus facilement. Et ainsi, vos pannes ne seront plus une surprise, mais vraiment une opportunité d'apprentissage. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous donne envie de tester le chaos, de le mettre en place dans vos stratégies de test, pas pour le plaisir de casser, mais pour être prêt quand l'imprévu arrivera? Parce que, parce que ça arrivera, forcément. Le chaos engineering, c'est un petit peu votre assurance qualité d'un nouveau genre. Elle va être plus proactive, plus collective, et elle va être centrée sur la confiance qu'on va avoir dans le système à résister aux problèmes et à pouvoir s'adapter le plus rapidement possible. La vraie question n'est pas de se dire si ton système tombera un jour, mais comment il réagira vraiment quand cela arrivera. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce court épisode qui est un peu à la lumière de ce qu'on voit d'habitude autour de la qualité logicielle, mais je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, qui est beaucoup plus dans le shift right. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez déjà tenté l'expérience du chaos dans votre équipe, que ce soit volontaire ou involontaire. Dites-moi ce que ça a donné, je suis curieux de le savoir, et à très vite pour un nouvel épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.